Comment ça va, Salut. Roro? Comment Rod, je Roro. t'appelle? Roro? Rod, ouais, bon, je sais pas, Rodolphe, appelez-moi comme vous voulez. Écoute, Je suis très content de rejoindre votre petit live. Je vais Enfin, t'appeler votre Rod. gros live. Énorme live. Eh ben écoute, je peux te dire que j'ai hâte que ça se termine. Bah, c'est En vrai que ayant là, dormi 1 heure. on en voit le bout, j'imagine, là. Bah, c'est vrai que toi, t'as pris... J'ai vu le passage, là. C'était quoi? C'était vers 8h du mat que t'as pris le relais. Ouais, j'ai pris le relais avec Memphis, là. Et puis, bah, j'étais avec tout le monde, là. J'avais pris le relais déjà à minuit. Et puis voilà, on est bien, on est bien. Ouais, ça a l'air de très bien se passer, cette histoire. En tout cas, Ouais, c'est ouais, ouais. vraiment une belle initiative. Et moi, je suis assez content d'y participer, de représenter les Suns Bah écoute, dans cette émission. merci d'avoir répondu à l'appel, déjà. Ça fait plaisir, parce que c'est... Voilà, comme tu vois, par exemple, pour les Wizards, on n'a pas eu de réponse, donc au moins... Ouais, mais nous, les supporters des Suns, on est, comment dire, on aime parler. Et puis c'est Voilà, vrai que bah là, c'est ça. Valley Hoop, pour te dire, ça fait la dernière émission qu'on a fait, c'était la preview de la demi-finale de conférence face aux Mavs. Et depuis, pour diverses raisons, mais la première et la plus évidente, c'est qu'on a été en traumatisme, hein, on peut le dire, en PLS pendant pendant plusieurs semaines. Donc du coup, ouais, on n'a pas fait d'émission depuis, et donc voilà, ça fait plaisir moi pour ma part de reprendre un peu le micro pour parler NBA, parler des Suns. C'est Bah toujours c'est un clair plaisir. que les Suns, ça fait partie des franchises où on aura pas mal de choses à dire. Ouais, j'imagine. Mais voilà, quoi. Alors du coup, c'est bon. Nous avons Easy dans le vocal. Est-ce que tu vas arriver à parler maintenant? Allô, allô. Bon, c'est encore un peu compliqué. On, on- Des problèmes techniques. Voilà, Ouais. de toute Allô. façon, c'est toujours comme ça, hein, mais bruit de criquet, exactement. Mais bon, on verra si Easy arrive à parler d'ici. J'ai cru entendre quelque chose. Ah, allô? Ah, alors on t'entend de très loin, là, hein, Ah, ok, ok. Ok, alors je vais devoir faire un truc. Une seconde. Euh, Est-ce qu'on m'entend Alors moi, du coup, pendant ce temps-là, je voilà, vais je vais y montrer les arriver. statistiques des Suns. Premier de l'Est, Ah, premier de l'Ouest l'année dernière, de quand même. l'Ouest. De fort belles statistiques. Ça, c'est la saison régulière. Moi, je vais pas regarder le panneau sur la droite, là. Les Ah, playoffs, ça m'intéresse pas trop. attends, regarde, tu veux que je te fasse plaisir? On m'entend bien là? Voilà. C'est bon, on t'entend très bien. C'est mieux? C'est mieux, ouais. Ok, super. Super. Salut tout le monde. Salut, Ah là là, salut. salut Hicham. Ça fait tellement longtemps. Salut. Ça, Hop. ça fait long time. Ça fait long time. La dernière fois, il y a un Slovène qui est passé par là. Aïe, Ah aïe, oui, aïe, aïe, aïe. Bon, on va réouvrir des petites plaies, je pense. Mais, forcément. mais voilà, donc on est là pour 45 minutes. Je sais pas si vous avez vu le petit fil conducteur qu'on a un peu sur les previews. Ouais, puis j'en ai regardé 2-3, donc je vois à peu près comment Voilà. ça se passe. Donc, bah, déjà un peu la question un peu préliminaire que je pose un peu à tout le monde à chaque fois, c'est bon, on voit 64 victoires, 18 défaites, premier de l'Ouest, 5e offensive rating, 3e defensive rating. Quel est votre ressenti par rapport à cette saison en globalité, playoff inclus du coup? Ouh là là, c'est compliqué. Tu veux commencer, Hicham? Non, vas-y, je te laisse cet honneur. Ok, ça roule. Je te laisse cet honneur. Bah, du coup, c'est évidemment un ressenti extrêmement paradoxal, hein. Je pense que le mot le plus adapté, c'est ça, c'est le paradoxe. Parce que bah, tu l'as parlé, voilà, t'as dit ça, premier bilan de toute la NBA, premier de l'Ouest, premier de toute la NBA, avec ses 64 victoires. C'est même en fait la meilleure saison régulière de l'histoire de la franchise. C'est-à-dire qu'en fait, 2 fois dans l'histoire des Suns, on avait atteint les 62 victoires. Une fois avec Barkley MVP, une fois avec Nash MVP. Et cette fois-ci, donc on a dépassé ce total-là avec ces 64 victoires-là. Donc tu imagines bien qu'on était mais aux anges après cette saison régulière. On a vu vraiment bah, en fait toutes les promesses de la saison précédente et même en fait de la bulle, hein, qui sont accomplies sur cette saison régulière avec une équipe Hmm. vraiment qui a super bien tourné. Malgré les blessures, parce qu'en fait, en dehors de Michael Bridges, qui a été bah, notre homme de fer présent à tous les matchs, avec le plus gros total de minutes de la NBA la saison dernière, voilà, mais hormis lui, personne n'a joué plus de 70 matchs à Phoenix la saison dernière, et pourtant, voilà, ça a vraiment bien tourné tout le temps. Paul a été absent, ça a bien tourné quand il était pas là. Booker a été absent, ça a bien tourné quand il était pas là. Ayton a manqué aussi pas mal de matchs, et ça a bien marché sans lui aussi. Il y a eu des révélations aussi, enfin des révélations, des confirmations encore une fois, hein, parce Oui. que Cam Johnson, on l'attendait à ce niveau-là, mais il a vraiment explosé l'année dernière. Donc d'une manière générale, vraiment tout était satisfaisant en fait.
sur la saison régulière. Et évidemment, on avait de grosses attentes sur les playoffs. Hein. On va pas se mentir, évidemment, il y avait que le titre qui comptait, d'autant plus qu'on le rappelle, les Suns étaient quand même en finale en 2021 c'est et menaient ça. 2-0 en finale contre les Bucks avant de se faire rattraper et tordre, on peut le dire, par Giannis et Jrue Holiday, hein, n'oublions pas, et Middleton. En fait, le trio a été incroyable sur ces finales. Bon, bref, parlons de ces playoffs-là, les playoffs 2022. Bah, en fait, c'est vite compliqué, en fait, parce que le premier tour, déjà, il faut s'en souvenir, contre New Orleans, ça a été très compliqué. Vous venez d'en parler hein, Ouais. dans la preview des Pelicans et de dire qu'en fait, voilà, ils ont vraiment tenu tête aux Suns, ils leur ont posé des soucis. Il y a eu la blessure de Booker qui n'a pas arrangé les choses. Et au final, ça a été une victoire un peu au forceps, hein, 4-2 au premier tour. Donc, pas forcément ce qu'on attend d'un premier tour d'une équipe contender, on peut le dire. Et derrière, bah, patatras, hein, même si faut rappeler aussi que dans cette série contre les Mavs, on a mené 2-0, on a mené 3-2. En fait, on a gagné notre premier match à domicile assez facilement. Mais eux aussi, en fait, dès qu'on passait à Dallas, c'était facile pour eux de gagner, on avait l'impression. Et puis il y a eu ce match 7. Ah bah c'était que des Franchement, là, pour blowouts, le hein. coup, Je me rappelle, c'est à ça, chaque c'est fois, ça. c'était violent. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas eu un seul match serré dans cette série, en fait. Et le pire, ça a été le dernier, donc le match 7, qui a été une vraie boucherie, sauf que là, Ah ouais. c'était donc à domicile pour Phoenix. Du coup, Voilà, on en a parlé quand on a parlé des Mavs. ouais. À la mi-temps, il y avait 54-27 ou un truc comme ça. Enfin, Ouais, je sais plus exactement. Je t'avoue que j'ai passé ça. Luka avait autant Ouais, de il y points avait que 30 toute points votre équipe. d'écart, il me semble. Ouais, je crois même 30, ouais. Ouais, 57-27. Ouais. Moi, j'avais pris le double de points. Bon, finalement, c'est 30. Mais voilà, c'est une boucherie énorme. Moi, je me rappelle, petite histoire de l'avoir vu dans un aéroport à 5h du matin avant de prendre un avion. Sur mon téléphone, autant dire que j'étais choqué. Et tu t'es dit, mais est-ce que je suis en jet lag? C'est quoi l'histoire? Et tout machin. Non, c'était Exactement. bien ce qui est en train de se passer. Exactement, et c'est vrai que bah, du coup, cette désillusion, t'avais l'impression vraiment depuis la bulle, comme t'as dit, qu'il y avait une espèce d'ascension de cette équipe, une progression constante, dans le jeu, dans les résultats, dans le bilan, enfin, tout allait bien. Et finalement, la patatras, t'as pas compris ce qui allait pas. Ayton, bah, c'était devenu Bismack Biyombo, enfin, tu comprenais pas, quoi. Donc, ouais, c'était assez bizarre à voir. Et surtout, après, il y a eu un. Après, je sais pas, toi, Easy, si tu veux embrayer là-dessus, mais il y a eu un bordel après sur cette intersaison. Ah ouais. C'était. Ah ouais, il y en a des choses à dire. C'est ça aussi le truc. Il y en a des choses à dire. C'était Bah, vraiment le long fleuve tranquille pendant 2 ans, là. Et cet été, c'était n'importe quoi, là. Ouais. Ouais, mais c'est pas plus mal. Bon, c'est comme un accouchement, là. Hein. Ça fait mal, mais on espère des belles choses après. C'est-à-dire qu'on espère enfin que. Je sais pas si je peux être vulgaire, là, sur le live. Alors, je vais peut-être pas l'être, mais bon. Serveur, j'ai pas que des trucs sympas à dire dessus. Oui. Et là, on va enfin pouvoir le dégager, a priori. Peut-être. Hein. Il y a de l'espoir. Chaque jour, il y a un peu plus d'espoir que ce sale type dégage enfin. C'est le gros nuage au-dessus de la franchise depuis 18 ans. Et tous les fans attendent que ça. Tous. Il n'y en a pas un qui va dire serveur, on veut le garder, c'est notre sauveur. Enfin, j'ai pas croisé un seul fan sur aucun chat ou aucune Oui, que ce plateforme à soit. aucun moment. Je t'interromps juste pour effectivement confirmer ça, que ce soit nous, on suit un peu la fanbase américaine, mais clairement, les opinions sont vraiment les mêmes, et je suis complètement d'accord avec toi, Hicham. C'est vraiment d'un bout à l'autre de la fanbase des Suns, tout le monde veut qu'il dégage, quoi. Tout le monde veut qu'il dégage. Ce type doit dégager pour les propos tenus, pour voilà tout ce qu'il a. Pour tout ce qu'il a l'ensemble fait de à son ses œuvre. employés, quoi. C'est Ouais, grave. c'est- Le type, on rappelle, il a eu des propos sexistes, misogynes, racistes, des gestes déplacés à tout va, des gens qu'il a virés pour des oui ou pour des non. Et j'en passe. Et puis bon, voilà, vraiment le sale type, la tête de con que personne peut blairer. Donc voilà, bah, c'est vrai que ça a fait un été très mouvementé du coup. C'est sûr, sur la fin d'été, il y a eu le début de l'été avec Durant. Hein. Je sais pas si tu veux qu'on en parle de tout ça. Bah ouais, il y a eu tout ce micmac avec DeAndre Ayton aussi sur sa prolongation de contrat. Est-ce que vous lui passez tout le pactole ou pas? Il y a eu bien sûr la demande de trade de KD. Donc c'est vrai que ça faisait longtemps, je pense, que du côté de Phoenix, il n'y avait pas eu une intersaison aussi mouvementée
dans le contexte d'une équipe compétitive. Mhm. Et, Ça, c'est vrai. et du coup, bah, Ouais, ouais, ça a souvent été mouvementé à Phoenix, hein, même dans les années 7 Seconds or Less ou Barclay. Il y a toujours eu des phases où une équipe qui est contender, à qui il manque 3 poils de rien pour arriver au bout, il peut y avoir le moindre grain de sable peut enrayer une machine. Et là, c'est un nouvel épisode, voilà, d'une belle histoire qui ressemble à de l'eau de boudin maintenant, mais moi je pense que non. Enfin, j'ai mon avis là-dessus et comme je disais, c'est comme un accouchement pour moi, quoi. Là, il y a souffrance, mais pour que ça accouche derrière de quelque chose de pas mal, à mon avis. Mais Derrière, c'est vrai peut-être que pas cette saison, mais bon, dans un futur proche. c'est vrai que si on doit un peu retracer le fil de l'été, c'est vrai que ce que tu disais, Antoine, c'est vrai que ça, comment dire, ça a vite senti un peu, voilà, le soufre, parce qu'il y a eu toute cette histoire autour d'Ayton. Effectivement, tu en avais parlé sur le match 7 où il s'est passé des trucs très bizarres, où il ne joue pas toute la fin du match. Je sais même pas s'il joue en deuxième mi-temps, je me souviens Ouais, plus 17 exactement. minutes. Ah, voilà, 17 minutes au total sur ce match-là. Il y a vraiment des trucs qui sortent dans la presse, genre il est en embrouille avec Monty, il est en embrouille avec Christophe avec Christophe, pardon, avec Christopher. c'est Paul. C'est le frère c'est l'intendant, Christopher. ça. C'est d'ailleurs c'était lui qu'on avait sur le terrain, c'était Christophe Paul. C'était un mec bizarre. Et donc du coup, bref, donc oui, donc, tout ça pour dire que voilà, des grosses embrouilles autour de Ayton et on se dit bah, enfin beaucoup de gens disaient à ce moment-là, Ayton au Sun c'est fini, il va partir c'est sûr. Alors bah c'est vrai que nous on est un peu des believers hein, à Valley Hoop, on y croyait, on se disait bah non, il va rester, il n'y a aucune raison, on a les cartes en main et c'est un atout tellement important dans le dispositif des Suns qu'on va pas s'en séparer comme ça en fait quoi, parce qu'on trouvera pas quelque chose d'aussi bien à ce prix-là sur le marché, même au prix auquel il va être payé à partir de cette saison. Donc en fait toute la question était de savoir comment ça allait se passer avec Ayton sur cet été. Effectivement très rapidement il y a eu aussi donc l'affaire Durant qui est venue se greffer à tout ça. Et ça a fait un espèce, ouais, une free agency, une intersaison un peu sur un faux rythme Ouais. bizarre. Et puis finalement, Euh, t'as pas. Bah, on va voir du coup là ouais, le roster, carrément, mais avec l'effectif, ouais. t'as pas bougé presque? Bah non, en fait, c'est ça, le fin mot de l'histoire, c'est Non, que, pas de bah, move, ouais. c'est ça, en dehors de, voilà, de quelques départs mineurs et de quelques arrivées mineures, parce que là, on parle vraiment de, Oui, Ah, mais c'est les c'est des role troisièmes players. couteaux. C'est de la voilà, des rotation. troisièmes couteaux, voilà, mais c'est même pas des roleplayers, enfin, c'est des roleplayers, mais c'est des roleplayers à tout petit temps de jeu, quoi, on va dire. En tout cas, a priori, on verra ce que ça va donner. Mais donc, du coup, sinon, effectivement, le gros de l'effectif a très peu bougé. En fait, si tu veux, donc, on va mettre de côté cette histoire KD qui relève pour l'instant de la fiction et bon, même s'il y a eu des grosses histoires, en fait, il n'y a jamais eu de moment précis où on s'est dit, ah, avec ce package-là, dans cette configuration-là, KD peut arriver aux Suns. Franchement, ça a toujours été très flou. Ouais, mais En attends, il y revanche, avait Sean Marks, il voulait la daronne ah bah bien sûr, d'Eddie ah bah bien Jones. sûr. Après voilà, il s'est passé tellement de choses cet été justement sur le marché des trades avec les trades de Gobert, le trade de Dejounte Murray que forcément voilà, et ça a donné des idées et de la gourmandise au GM et effectivement Sean Marks en fait partie évidemment. Donc bref, donc tout ça pour dire que si on balaye cette histoire KD, le seul truc qui a changé fondamentalement dans notre effectif, et alors c'est marrant parce qu'en fait tu l'as pas vraiment représenté comme ça enfin vous l'avez pas représenté comme ça dans votre graphique là sur le roster. C'est en fait le backup enfin le pivot backup derrière Ayton. Tout à fait. Donc adios Javal qui a fait une super saison Ouais. à Phoenix, hein, vraiment bravo et merci pour les travaux. Javal il a été très très satisfaisant. Et à la place on récupère en fait Dario Saric de blessure qui était en fait le remplaçant de Ayton sur la saison précédente, le 5 backup Ouais. sur la saison précédente. Qui a été blessé toute la saison, puisque pareil, hein, c'est quelque chose que certains oublient, mais Dario Saric se blesse en finale NBA contre Et les ça Bucks, change les choses. et ça change pas mal de choses, effectivement. C'est un joueur que bah, nous, voilà, à Valley Hoop, mais même d'une manière générale, les fans des Suns apprécient énormément, parce que bah, sur l'année et demie qu'il a fait chez nous, c'était vraiment très, très... Enfin, il a apporté beaucoup de choses, en fait, quoi. Du professionnalisme, de Bah, on l'intelligence n'oublie de pas jeu. qu'en moitié de saison, c'était carrément le Ouais, presque meilleur le sixième joueur, homme ou de un des l'année. tout meilleurs joueurs en defensive rating et sur d'autres stats défensives, qui C'est peut ça. paraître complètement paradoxal, mais en fait, le C'est ça. mec, dès qu'il rentrait sur le terrain, on était en mode plus 5, C'était plus fou. 10. Et parce que c'était notre sixième homme attitré à ce moment-là aussi, donc c'était le début de la saison 2020-21, et c'était quelqu'un qui était extrêmement performant dans ce rôle-là de sixième homme. Donc on espère un peu retrouver ça avec le retour de Saric un peu cette saison. Et en fait, voilà, au-delà de ce gros changement, on va dire, dans le dispositif général, dans la rotation générale par rapport à la saison dernière, bah, il n'y a pas énormément de changements.
Donc effectivement, bizarrement, Ben, c'était, on récupère 2 joueurs, on récupère Saric et on récupère, on l'espère, Cam Payne qui a disparu. Bah, on ne Bah, sait pas où est-ce qu'il est allé l'année dernière. c'est ce que je voulais dire Et dans la review de la saison dernière. Campaign qui sortait d'une campagne de playoff, notamment contre les convaincante. Clippers, qui était absolument folle quand même quand Ouais, Chris clairement, Paul en l'absence de se Chris Paul, pète. Et ouais, finalement, c'était peut-être un peu la seule déception de la saison régulière, de voir Campaign aussi discret. c'est vrai. Et Euh, c'est ouais, encore blessé pire. aussi. Alors, ouais, si je peux en parler pour le coup, bah après je te laisse largement le micro, Hicham. Mais c'est vrai que sur Campaign, bah, je suis un peu l'avocat officiel. En tout cas, je l'ai été pendant toute la saison dernière. Sachant qu'en fait, effectivement, moi, j'étais persuadé avant la saison dernière qu'il allait continuer sa progression, parce qu'il y avait vraiment une progression très nette depuis son arrivée à Phoenix. Et je me disais, bah voilà, il va être dans un rôle ultra performant et tout. Il a été, comme tu l'as dit, Antoine, vraiment en difficulté d'une manière générale, hein, notamment avec ses pourcentages au tir, mais même d'une manière générale avec son jeu, en fait, parce que c'est un jeu qui est un peu basique. On en a souvent parlé dans notre émission, mais qui se base sur, sur un drive main gauche, un côté droit, et que si ça passe pas, bah c'est un peu tout qui s'enraye. Malheureusement, c'est un peu ce qu'on a vu la saison dernière pour Campaign, et le plus problématique, c'est que ça s'est vraiment aggravé en playoff, alors que justement l'année précédente, ça s'était vraiment, il avait vraiment éclos à la face du monde pendant les playoffs, et notamment t'en as parlé dans la série contre les Clippers. Là, il a été en difficulté pendant tous les playoffs, il a pas du tout Ah, supplé il un n'a pas Chris Paul existé. voilà, qui était en galère. Il a même finalement contribué lui aussi à plonger l'équipe comme tu dis, Hicham, en n'existant pas du tout. Donc il y a une vraie énorme interrogation autour de Campaign pour cette saison. Pour moi, ça va être le point de bascule le plus important pour Phoenix. Parce qu'en fait, effectivement, il suffit de regarder le graphique là, on compte beaucoup sur lui dans l'animation du jeu en dehors du duo Paul Booker, quoi. Donc ça risque de poser problème, en effet. C'est Ouais, ça, et puis si Campaign ne peut pas influer sur un match au niveau du scoring et de l'énergie, tu peux pas te dire, bon, bah ok, il va organiser le jeu. Enfin, c'est pas ouais. son rôle, quoi. Le truc que j'ajouterais aussi sur Campaign, en gros, il y a 2 choses, j'ai envie de dire. Sur Campaign, déjà spécifiquement, c'est que c'est pas vraiment un playmaker. C'est plutôt un espèce de meneur combo, scoreur qui sait pas vraiment créer le jeu pour les coéquipiers. C'est pas trop son truc, même s'il a une bonne alchimie avec Saric. Donc on attend de voir ça. On attend le renouveau du duo Ouais. Payne-Saric qui marchait plutôt pas mal en début de saison dernière et la saison précédente. Et donc, c'est pas un vrai playmaker. Du coup, quand t'as pas Booker et ou Paul sur le terrain, ça commence à créer des gros problèmes parce que nos wings sont pas des créateurs non plus. Clairement Bridges pas. ou Cam Johnson ou Jay Crowder, c'est pas vraiment camion. C'est pas vraiment des créateurs. Et Campaign, comme on l'a dit, entre les blessures et je sais pas le mental, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, le mec il a un peu plongé. Résultat, le banc dans son ensemble était pas aussi performant qu'on l'attendait l'année dernière. Mhm. Chamet a un peu déçu aussi. Cam Johnson, il a été blessé à plusieurs reprises. Bon, pas énormément de matchs, mais quoique si, en fin de saison, il a loupé pas mal de matchs. Ouais, bah, Mais toute la fin, en fait. il y a, Après, il y a eu, ouais, il y a eu un manque de en fait, continuité il fait sur le son banc. record là contre les Knicks, et après il rate toute Ouais, la fin de saison sur blessure. ouais, c'est ça. Et puis il revient jamais au niveau qu'il a affiché pendant la période justement où il y a eu ce match contre les Knicks, Mhm. où il a été très très bon et finit, je crois, quand même à 43% à 3 points au finish, alors qu'en fin de saison, à son retour, il est vraiment pas bon à 3 points. Il n'a pas retrouvé son rythme. Du coup, le banc a déçu et malgré tout, Phoenix gagne 64 matchs à la force d'un 5 majeur qui vraiment cartonne en saison régulière. Un Chris Paul qui joue peut-être un peu trop Hmm, parce qu'il est à plus de 32 minutes, je crois, par match et tout le c'est monde beaucoup, hein. criait attention Chris Paul, il va arriver Carbo au playoff. Et C'est pas faux. c'est l'impression qu'il a donné, quoi. Il a eu son match à 14 sur 14 et puis après, disparition de Chris Paul et puis en défense, grosse liability. Donc là, Mhm. clairement, les Suns, s'ils veulent prétendre il va falloir qu'ils pensent à régler ce problème. Le problème, Chris Paul Bah, qui est c'était déjà le pas problème en convaincu. finale contre les Bucks, hein, je me rappelle. Chris Paul qui était un Oui, peu aussi. à bout de souffle et puis qui Ouais, ouais, arrivait tout à pas à fait. peser, hein. Ouais, puis Complètement, qui qui est avait été, ciblé, quoi. c'est ça, ciblé, bien éteint par Holiday sur cette série-là, sur les finales contre Milwaukee. Là, il n'y a même pas vraiment eu besoin de ça, effectivement, contre les Mavs. Ils se sont pris à tour de rôle, hein. Il n'y a pas vraiment de défenseur attitré. C'était bien joué de leur part, hein.
Mais après, c'est vrai que d'une manière générale, et voilà, l'enjeu, enfin, vous l'avez tous les deux bien résumé. En fait, ça va encore tourner autour de ça, encore plus, parce que bah voilà, il a un an de plus, il va avoir 38 ans là au cours de cette saison, Chris Paul. Il faut arriver enfin, pour Phoenix, pour le bien des Suns, à ce qu'il soit moins, Moins exposé. comment dire, omnipotent. Et enfin, en fait, c'est l'un entraîne l'autre. C'est-à-dire que c'est l'ami Grégoire qui a sorti le blog rallythevalley.fr cet été, qui a fait un article un peu sur ça, et sur la nécessité pour les Suns de moins dépendre de Chris Paul, notamment dans le jeu. Parce qu'effectivement, là, en termes de création, on voit bien que, on a bien vu contre les Mavs, hein, que quand cette piste-là est un peu tarie, c'est compliqué pour le collectif de tourner. Donc il faut arriver à trouver un moyen. Et effectivement, le souci principal, et encore une fois, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, c'est que, et d'ailleurs, Hicham l'a dit aussi, c'est que c'est pas vraiment le profil de Campaign. Donc il y a un petit manque dans l'effectif à ce niveau-là, c'est clair, quoi. C'est ça, hein. Et ça manque un peu de création, et peut-être, alors c'est là où peut-être Cam Johnson peut step up aussi, parce qu'il peut Ouais. monter la balle, il peut créer son tir, il est capable. Je suis pas Maintenant, ultra convaincu pour l'instant, en tout Il cas. travaille. Voilà. Il travaille Voilà, c'est ça. là-dessus. C'est pour ça que Il je a dis dit. il peut step up un peu, et je pense qu'il peut donner un tout petit peu plus sans être non plus élite là-dedans, mais voilà, faire une ou deux passes décisives en plus déjà. Oui, c'est ça. Oh, Et puis, c'est plus ambitieux. porté, quoi. C'est ambitieux. Moi, je pense que Cam Johnson, il l'a dit en interview cet été, il a dit, moi, je travaille beaucoup sur mon potentiel de création parce que c'est ce que je faisais quand j'étais plus jeune, et depuis que je suis arrivé en NBA, je suis devenu vraiment un spécialiste, et j'essaye de retrouver ce côté capable de créer un petit peu avec le ballon en main. Moi, je crois pas beaucoup au fait que Cam Johnson devienne ce tertiary creator là. Je pense pas qu'il puisse le devenir. Ce serait vraiment pour moi une surprise énorme et une agréable surprise. Michael Bridges non plus, même s'il a des capacités de passe Bridges, mais c'est vraiment la dernière passe quand tout a été fait, qu'il reçoit le ballon, c'est une bonne décision à prendre de passe, par exemple à Eton ou quelque chose du genre. Il est capable, mais c'est pas le mec à qui on va demander de créer en pick and roll. Est-ce qu'il le sera un jour? Je sais pas, mais cette saison, j'y crois pas trop. Donc du coup, ça fait un peu une espèce de problème insoluble pour le moment. C'est-à-dire, ça manque de création. Et on ne sait pas trop d'où ça va venir finalement. C'est ça, Donc, tu le disais tout à l'heure, Hicham, il y a le retour de Saric qui peut peut-être un peu libérer Oui, des c'est choses vrai. à ce niveau-là, parce que c'est vraiment un profil pour le coup qu'on n'avait pas du tout l'année dernière. Ce big man un peu créateur, un peu comment dire, huile dans les rouages, quoi. Un peu né dans les Balkans. Un peu Un peu né dans les Pardon Balkans. C'est ça, tout simplement. Tout Et puis, simplement. ouais, voilà, c'est ça. Lui, c'est vraiment la caricature du truc, quoi. C'est le mec, il a des gros fondamentaux, une très très bonne technique individuelle et un gros cerveau, quoi. Il y a vraiment ce côté-là autour de Dario qui est très intéressant. De toute façon, voilà, hein, encore une fois, hein, la réussite des Suns va beaucoup dépendre de son retour à un bon niveau. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le gros point d'interrogation, et d'autant plus si on se projette un peu, parce que là, on fait la prévue de la saison, mais même d'une manière générale, pour l'avenir de Phoenix. Voilà, Chris Paul, plus on va avancer, plus ça va être compliqué de tout baser sur lui, donc il va falloir trouver une solution de rechange. Le fameux, entre guillemets, c'est pas vraiment le fantasme du point book, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ça dans la fanbase des Suns. Il faut donner beaucoup plus de ballons à Booker. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce truc-là, parce qu'en fait, on a trouvé un Booker là qui, depuis 2 ans, en ayant justement un peu moins de responsabilité en termes de création, depuis même 3 ans en fait, depuis l'arrivée de Rubio il y a 3 ans, il a vraiment trouvé un très très bon équilibre pour ce qui est justement de sa création, de la participation au jeu, même de son impact en défense en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question de vase communicant, les responsabilités. Et pour Booker, là, pour moi, au point où il en est, c'est très très bien réparti, il y a un peu tout ce qu'il faut. Il peut encore être un peu plus efficace dans certains domaines de jeu, hein. Je pense que, de toute façon, il n'est pas encore dans son prime, il y arrive tranquillement. Mais ce serait dommage pour moi de lui donner trop de responsabilités et du coup de déséquilibrer un peu le bon mix qu'on a su trouver là avec Booker, enfin que Monty et son staff ont su trouver avec Booker. Ouais, voilà mon avis là-dessus. Il y a Vive les Pélicans qui est d'accord aussi, hein, qui dit Book et je trouve, enfin il trouve du coup, nettement meilleur avec un créateur à ses côtés. C'est ça. C'est pas Et faux. un vrai créateur, quoi. Ouais, exactement. Vrai. Ah bah en oui. fait, moi, si tu veux mon avis là sur cette intersaison, j'ai été très déçu que justement on n'essaye pas de récupérer Rubio, alors que ça avait très très bien marché il y a 2 ans. Et voilà, peut-être que l'offre des Cavs, on ne pouvait pas s'aligner. Je sais pas exactement dans le Les délire, Cavs, je mais crois qu'ils l'ont signé pour
pour leur mid-level Leur mid-level, ou bah donc du coup, si c'est le cas, on était leur petite susceptible de mid-level, le hein. faire aussi. En plus, donc ouais, non, franchement, Il me c'est semble. dommage. C'est dommage Moi, de le se truc passer que de j'ai lui, mais trouvé très dommage, c'est ça qui manque. c'est de pas aller chercher Schroeder. Il était là, disponible sur le marché, a priori. Bon, il a pris sa décision d'aller aux Lakers le lendemain de l'annonce du rapport serveur. Donc, Ouais, ça a certainement joué. peut-être que ça a joué, peut-être, je sais pas. Parce qu'a priori, il hésitait sur Phoenix, Toronto et les Lakers. Et franchement, quand tu regardes des projets d'équipe, moi, je pense qu'un joueur sensé, euh, il peut peut-être plutôt regarder du côté de Phoenix ou de Toronto plutôt que des Bah. Lakers. Mais après, bon, ça, c'est juste Ça, mon c'est avis. notre avis sur les Lakers, ça, voilà. Ouais, On voilà. n'est pas très Enfin, après, objectif non plus. en plus, il était aux Lakers. Ils l'ont quand même, voilà, ils l'ont laissé Oui, c'est ça, partir. Moi, c'est ça qui est très curieux, effectivement, c'est qu'il y a eu une fin d'histoire assez compliquée avec les Lakers, c'est que derrière, ils retournent là-bas un peu, genre, ah, allez, c'est pas grave. Donc, ouais. enfin, bon, voilà, encore une Et fois, les ça what nous if, aurait, ça nous aurait fait du bien, je pense, parce que Schroeder, pour moi, c'est meilleur que Campaign, clairement. oui, Et, ça, c'est sûr. et du coup, maintenant, bah, je pense que les Suns, s'ils veulent vraiment prétendre au titre, être parmi les 3-4 équipes élites cette saison, capables d'aller viser le titre, ça va Ouais. forcément, pour moi, passer par un trade à un moment ou un autre de la saison, parce que Ah, avec l'effectif ça tel peut, qu'il est actuellement, pour moi, on repart avec les mêmes forces et les mêmes ça, Alors, faiblesses. ça peut être, pardon. ça peut être l'objet d'une petite question au cas où. Ok, d'accord. On Parce que verra. l'autre possibilité, et, bah voilà, on va y venir peut-être, mais l'autre possibilité, c'est d'être vraiment très agressif et très séduisant aussi, du coup, sur le marché des buyouts, parce que, bah, comme d'habitude, hein, il y a des joueurs qui vont être en fin de contrat cette saison, notamment des joueurs que les Suns visaient un peu les saisons précédentes. Je pense à Eric Gordon, je pense à Kevin Love, des profils un peu comme ça, qui pourraient faire du bien d'une manière générale et, enfin, encore une fois, renforcer l'effectif, parce que là, on est d'accord, en l'état, c'est difficile de considérer que les Suns sont meilleurs que l'année dernière avec Bah, cette c'est effectif-là. ce que je Je voulais suis vous d'accord. demander, du coup, pour un peu conclure sur cette partie intersaison. Mhm. Euh, Intersaison très discrète, vous êtes content de ça, de cette continuité, ou vous auriez voulu peut-être un gros move, surtout sur le 5 majeur, peut-être, ou en Je te laisse 6ème répondre, homme? Hicham. Ouais, bah alors cette intersaison, moi je suis très content de certaines choses qui ont été pour moi. Alors on peut juger la forme, est-ce que c'était bien fait ou pas mal fait, mais bon sur la conclusion de la chose, le fait de re-signer Ayton pour le contrat qu'il a été signé, on a beau me dire ce qu'on veut sur les joueurs max, machin. Déjà il y a plusieurs max différents. Lui, il a été signé en gros à un peu plus de 30 millions de moyenne par saison. Rien de trop choquant, surtout quand on considère le fait que dans 2 ans, le salary cap va a priori Exploser. significativement augmenter. Donc le 30 millions d'aujourd'hui, ça sera le quoi, 24 millions de demain en gros. Ouais. Donc il y a rien de choquant. Bridges, il a été signé l'été dernier, voilà, re-signé Ça va être le meilleur post-contrat contrat de la rookie à NBA. 20 millions par saison en gros, un peu plus de 20 millions. Cam Johnson, on attend de voir dans les prochains jours, semaines, s'il y a quelque chose. Nous, on l'espère tous, qui sera re-signé. On verra, mais j'espère aux alentours de 15-16 millions. Ça serait bien. Donc, les re-signatures, c'est bon. La prolongation de Booker pour que voilà, il reste 4 ans de plus au-delà des 2 ans qu'il a déjà, c'est très bien. Il mérite amplement son salaire de superstar. Euh, Plus de 40 millions par saison à partir de 2024, pas de souci. Donc de ce côté-là, l'intersaison est bonne. Les troisièmes couteaux qui ont été re-signés, pas de quoi casser 3 pattes à un C'est ça. canard, les Hein. Josh Okogie, les Damian Lee, les trucs comme ça. Mais bon, c'est des 14, 15e hommes, donc ça, c'est pas franchement ce qui va faire notre saison. Maintenant, il y a l'affaire Jay Crowder. On sait qu'il a des velléités de départ, a priori. Si on pouvait récupérer quelque chose d'intéressant pour Jay Crowder, ça parle beaucoup de Jay Crowder out et puis Bojan Bogdanovic in. Si ça se fait, on va gagner en création offensive, on va perdre défensivement, ça va faire beaucoup de responsabilités sur Michael Bridges et Ayton, sachant qu'on a déjà une liability défensive, c'est Chris Paul. Si on en ajoute une deuxième avec Bojan, ça peut créer quelques problèmes défensifs, mais offensivement, on y gagnerait au change, ça c'est sûr. Donc l'intersaison, moi je suis content des moves qui ont été faits, mais pour moi c'est pas assez. La continuité c'est bien, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive pour amener un créateur, parce que sinon on va se retrouver avec les mêmes difficultés qu'il y a un an. Voilà, Ouais. même si on était la meilleure équipe de la ligue en saison régulière, on a vu en playoff
dans quelle mesure les équipes pouvaient vraiment mettre en place des plans de jeu qui annihilent complètement, qui enrayent complètement la machine Suns. Et moi, je veux certainement pas qu'on reparte avec les mêmes défaillances. Donc, il y a quelque chose à faire, mais il y a peu de solutions. Et tu le disais, Rod, il y a une solution a priori envisageable qui pourrait être très bien. C'est Eric Gordon de Houston. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait avec Houston pour qu'on Est-ce qu'il est pas récupère Eric trop vieux Gordon? maintenant? Ça serait vraiment bien. Je sais pas, est-ce qu'il est C'est pas quoi ta trop question? vieux, mais ouais, Bah, il fait plutôt une bonne saison l'année dernière, hein. Franchement, moi ouais. j'étais assez surpris positivement. Et enfin, bon, on peut renvoyer éventuellement les auditeurs vers le podcast qu'on avait fait Valley Hoop sur Oh, les l'auto-promo. possibilités justement de... Bah oui, bien sûr, il en faut. Non, en plus maintenant c'est vraiment c'est de l'histoire ancienne et c'est presque de la science-fiction. Mais on avait fait un numéro justement sur avant la trade deadline en disant bon, quels sont les profils qu'il faut qu'on prenne. Et on était tous à fond sur Eric Gordon, notre invité Ouais. aussi, enfin, on était trois dans cette émission, et c'était vraiment le profil qu'on avait ciblé qui aurait résolu pas mal de problèmes. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là. Mais du Juste coup, pour répondre à ta question initiale, est-ce que je suis satisfait moi d'intersaison? Très rapidement, je suis ouais. assez d'accord avec tout ce qu'a dit Hicham. Moi, le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de news pour l'instant sur la prolongation de Cam Johnson. J'ai l'impression qu'effectivement, on a pris un petit coup sur la tête et dans les ambitions de titre parce que la fenêtre, elle n'est pas énorme. Il aurait peut-être fallu, oui, être plus agressif pour, comment dire, pour être pour apparaître plus comme un candidat au titre cette saison. Bah, Mais moi, de mon point de vue, je sur... suis surtout très, très, très content qu'on ait gardé l'ossature de cette équipe, Hmm. qu'on ait toujours Booker bien évidemment, tu vois, mais Bridges, Ayton, d'autant plus qu'on a eu très peur au moment justement des discussions avec Durant et tout machin. Moi, je suis très content qu'on garde cette ossature parce que c'est une ossature que j'aime. Je suis un grand sentimental et j'ai envie de les voir continuer sur les Suns. Qu'on soit candidat au titre ou pas, je veux que cette équipe continue à grandir ensemble. Voilà, ça Très bien. m'intéresse de voir leur Très parcours. complet, très complet. Donc là, on peut passer, du coup, on a beaucoup parlé hein, pour l'instant. Désolé, hein, Oh, nous ah, deux, mais pas de problème, c'est ça qui est... Et les gars, ça m'aide à rester éveillé. Hein. Des échanges comme ça aussi vifs, là, je vois l'heure et tout, je me dis, très bien. Pas besoin de café, là. nickel. On a une grosse question à vous poser, les gars. Mhm. Au niveau du projet, du coup, Suns, est-ce que la saison qui arrive, c'est le retour en grâce ou l'explosion? Grosse question, effectivement. Est-ce que c'est le scénario de cette saison où vous revenez vraiment en grâce et vous revenez en finale de conf ou finale NBA avec un jeu toujours aussi léché et tout ça? Ou alors, parce que ça c'est pareil, on l'a dit pour certaines franchises, mais les Suns peuvent rester au même niveau. Mais par contre, vu Mhm. que la concurrence s'est aussi beaucoup renforcée, notamment avec Ouais. beaucoup de retours de blessures, bah si ça se Alors, trouve, les Suns, bah c'est plus aussi dominant et ça se trouve, ça explose quoi en fait le projet. ouais. Donc Alors, qu'est-ce que vous en pensez? c'est une très bonne question. Je pense que c'est la question principale. Je vais te laisser développer après Hicham. Moi, ce que j'allais dire rapidement sur cette question-là, c'est déjà, en fait, il y a un truc très bizarre qui se passe effectivement avec la projection à l'ouest, les retours de Kawhi, de Jamal Murray, tout ça, machin. Il y a un côté très théorique, en fait, qui me semble un peu curieux. C'est-à-dire de manière très théorique, on se dit de toute façon, ça va cartonner, la concurrence est renforcée. Oui, Enfin, logiquement, effectivement, c'est le cas, mais en fait, on n'en sait rien, en fait. C'est-à-dire qu'on ouais, ne sait c'est pas ça. à quel niveau ils vont être, ne serait-ce que physiquement, en fait. Est-ce que ça va Basketballistiquement, cliquer? voilà, c'est ça. Exactement. Moi, il me semble quand même, pour les Nuggets, par exemple, qu'ils ont quand même perdu pas mal de gens aussi ces derniers mois dans des trades, dans des histoires comme ça. Bref, en tout cas, moi je suis pas si sûr que ça, que d'une manière générale, le niveau de l'Ouest sera plus fort l'année prochaine que cette année. C'est possible, hein, mais c'est pas non plus une certitude dans mon esprit en fait. La question c'est plus effectivement où vont se situer les Suns, et pour moi ça va être difficile de faire aussi bien que la saison dernière en fait. C'est plutôt ça. C'est plutôt du point de vue des Suns, atteindre ce niveau-là de bon fonctionnement, et notamment autour de Chris Paul qui est voilà, encore une fois qui est une figure majeure et qui va sur ses 38 ans. Ça va être assez difficile de faire aussi bien. Maintenant, Ouais. ce qui est de mon point de vue plutôt encourageant, et là où je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque d'explosion, c'est que c'est, à mon avis, sur le plan humain, et on va voir ce qui débouche de cette histoire avec Server, et je pense que s'il dégage, ça peut vraiment lancer l'équipe sur une autre histoire, et donc une autre dynamique, et donc finalement autour de ce groupe-là, quoi. Pour moi, il y a vraiment un bel esprit de corps, et en fait, finalement, ce qui est intéressant, c'est l'histoire avec Ayton, puisque voilà, on a beaucoup entendu Ayton il veut plus jouer à Phoenix, Phoenix c'est terminé, il a joué son dernier match, machin. Finalement, il est là.
On verra bien, mais il y a des chances que, avec ses défauts, hein, on sait qu'il il a parlé de ses nuits sur Call of Duty et compagnie. Bon, nous, ça nous plaît pas du tout cette histoire-là, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça qu'il est manifestement. Mais il y a un côté de groupe qu'on a bien vu l'année dernière et que d'ailleurs certains commentateurs ont reproché à Phoenix, genre ils sont arrogants et tout machin. Bah non, c'était plutôt que c'est un groupe qui vit bien, qui s'entend bien. Et moi, je compte vraiment sur cet aspect-là pour balayer tout risque d'explosion, en fait. C'est-à-dire qu'il se peut fortement que ça se passe moins bien, en tout cas en saison régulière, que la saison dernière. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de risque d'explosion parce que c'est un bon groupe avec des bons mecs et qu'il y a. Enfin, on verra encore une fois, hein. On n'est pas à l'abri de surprise. Mais pour moi, le risque est un peu réduit par rapport à ça. C'est-à-dire que tu as des vrais moteurs, tu as des vrais catalyseurs dans ce groupe. Les Michael Bridges, les Cam Johnson, c'est des mecs d'équipe qui sont vraiment très importants, on va dire, pour rassembler tout le monde. Et en fait, moi, mon pari, c'est ça, en fait. C'est que, sans parler vraiment de retour en grâce, à mon avis, on va avoir une belle saison de Phoenix sur le côté d'esprit de corps et de collectif. Ok. Hicham, du coup, pour compléter? Ouais, moi, ce que je pense, c'est que on sera peut-être un peu moins bon en saison régulière. L'année dernière, les 64 wins, c'était vraiment la recherche comme ça de ce record et cette continuité dans la saison régulière. Je pense que pour la plupart des joueurs cette année, ça va être moins important d'être exceptionnel en saison régulière, de finir premier forcément de l'Ouest et de la NBA. L'objectif, il sera tout autre, à mon avis. Ça va vraiment être construire pour les playoffs, faire en sorte que Chris Paul joue moins en saison régulière et plus de plage a priori de repos. La question, c'est est-ce que Monty Williams arrivera enfin à faire en sorte faire entendre sa voix et contraindre Chris Paul à s'asseoir quelques matchs pour se reposer, arriver plus frais pour les playoffs. Le gros point d'interrogation, voilà, c'est le banc qui est essentiel et on en a parlé, c'est Saric, Cam Payne, Cam Johnson. En gros, ce trio-là qui doit être très performant et tirer l'équipe vers le haut pour faire en sorte que les starters arrivent un petit peu plus fraîches pour les playoffs. Moi, j'y crois aussi à ce groupe comme Rod parce que la continuité, parce qu'un corps qui est toujours jeune. On rappelle, hein, Ayton, il a tout juste 24 ans. Booker, Bridges, Cam Johnson, c'est 26. Même pas 26, 25 pour certains encore, comme Ils vont avoir Booker. 26. Voilà. Même sur le banc, il y a de la jeunesse. Donc, il y a le vieux, c'est Chris Paul. Ouais. Mais à côté de ça, c'est plutôt jeune. Donc, Et Jay. on compte pas mal sur et Jay, qui a 31 ans ou 32. Donc, on compte surtout sur le développement interne, en fait, le développement organique de joueurs comme Bridges, comme Cam Johnson et Ayton pour passer un cap. Moi, j'y crois qu'ils vont passer un cap. Ces trois joueurs-là, c'est ce qui va faire, à mon avis, que Phoenix va faire quand même une très belle saison et je l'espère une grosse campagne de playoffs. C'est parce que je crois au fait que Michael Bridges, DeAndre Ayton et Cam Johnson fassent un step, encore un autre. Et donc, bon, je suis plutôt optimiste globalement, même si après, c'est vrai qu'il y a deux lacunes. La lacune du playmaking qu'on a évoquée, et donc la campagne joue un rôle hyper important, et Saric aussi. Et la deuxième lacune, c'est au poste 4 pour défendre sur certains bestiaux, où clairement, Jay Crowder, ça peut ne pas suffire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a DeAndre Ayton qui est sous-estimé à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est vraiment un joueur qui est capable de pas trop mal défendre sur pas mal de freaks, on va dire en anglais plutôt. Et du coup, ça veut dire que si tu mets Ayton dans cette situation-là, au pivot, comment ça se passe? Et là, je pense que le duo avec Saric pourrait être pas mal du tout. C'est-à-dire, une petite doublette Saric-Ayton sur certains match-ups, ça peut vraiment être bon à mon avis. Mais tout dépend du retour de Saric, comment il s'est remis de sa blessure au croisé. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment les deux gros facteurs X. Ouais, je pense que vraiment, le step-up, il doit venir surtout dans les trois joueurs là, que tu m'as cités. Ça doit venir de DeAndre Ayton. Là, il doit être à 20 points par match minimum. Ouais. On a vu pendant les playoffs, peut-être que quand Chris Paul est moins bien, ça manque d'un deuxième go-to guy pour aller chercher des points. Et je suis désolé, Ayton, vu ce qu'on a pu voir de lui offensivement, hyper efficace. Il doit être en 20-12 tout le temps. Le meilleur touché à son poste de la ligue pour moi. Il mériterait, c'est ça. Et sa chance-là, effectivement, il mériterait, en tout cas, après, c'est un équilibre à trouver aussi dans la répartition des tirs dans l'équipe.
mais il mériterait soit d'être plus servi, soit de prendre un peu plus de responsabilité lui-même aussi par rapport à ça, d'être moins timide, d'être plus confiant aussi dans sa manière de gérer l'attaque, parce qu'encore une fois, on a senti vraiment des énormes progrès en défense ces dernières années, mais en attaque, en fait, il a surtout montré qu'il était très efficace, en fait, mais il n'a C'est pas ça. montré qu'il pouvait assumer un gros volume, et effectivement, il va falloir, pareil, Ah, il y a Robert Server qui est en train de te censurer. Grave. Mais Aïe, aïe, aïe. aïe aïe aïe. Juste pour reprendre une chose sur Ayton, Vas-y. aussi, je sais pas s'il sera plus de 20 points, ça serait beau, hein. Je sais pas s'il sera à 20 et quelques points, mais s'il nous fait un 17-18 avec 11-12 rebonds bien solide, c'est très bien. Vu la config de l'équipe, ça sera déjà très bien. Maintenant, il faut surtout réfléchir à comment diminuer le workload de Chris Paul et faire en sorte qu'il arrive fraîche au playoff. C'est la grosse Ouais. tâche de Monty Williams cette saison, c'est de faire en sorte que Ouais. Chris Paul arrive vraiment au top de sa forme en playoff. Et si c'est le cas, là, on pourra faire très mal parce que on sait que Chris Paul, c'est un maestro offensif. Il a perdu de sa verve défensive. Bon, bah, c'est normal avec l'âge. Tu Et peux puis, le il n'est pas cacher. très grand. Mais s'il arrive à faire ça, je pense que Phoenix a des vraies chances d'atteindre à nouveau la finale de conf et de faire beaucoup de bruit. Par contre, si on n'y arrive pas et qu'on se retrouve à nouveau avec des prises à 3 sur Booker, on va se faire éliminer au premier ou deuxième tour. Et voilà. Et puis là, comme tu as dit, ça peut derrière imploser parce que cette saison va être déterminante pour la suite, clairement. clairement. C'est ça. Du coup, les gars, pour continuer en continuation un peu de cette grosse question, on a plusieurs questions type Combini, là, Fast and Curious, là. Ouais. Donc, je vous pose une question, vous répondez oui, non ou un truc comme ça. oui. Voilà, en one shot. Avez-vous foi en DeAndre Ayton? Oui. Oui. Très bien. Ça vous a pas échaudé du coup la saison dernière. Non. Devin Booker doit-il prendre les responsabilités de Chris Paul? Non. Non. D'accord. 100% de bonnes réponses. On sait pas, mais de réponses, des mêmes réponses en tout cas. Monty Williams, un vrai coach ou merci Chris Paul? Un vrai coach. Ouais, je trouve aussi que c'est un vrai coach. C'est un mauvais procès quand même. Ah oui. Il a tout. Ouais. Bon, je trouve que il a ses limites en fait, et on les a vues encore en playoff. Mais pour moi, c'est un vrai coach. Et ce qu'il apporte, Chris Paul peut pas l'apporter. Justement, cette gestion humaine, c'est pas Chris Paul, c'est vraiment Monty. On pose ces questions-là pour foutre la merde. Monty, c'est qu'il a tendance à trop faire confiance à ses joueurs, à ses gars. Et même quand ça va pas, il s'y tient. Et il l'a dit cette intersaison, il a dit, je sais que ça a été le problème dans mon coaching, c'est que j'ai eu tendance à être très têtu sur mes gars. Et il a dit qu'il ferait en sorte les prochaines fois de s'ajuster plus vite. On l'a vu contre Dallas, il a trop insisté sur Campaign, sur d'autres joueurs comme ça qui étaient totalement improductifs. Il laissait des Aaron Holiday pourrir sur le banc, d'autres solutions qui auraient pu être viables. Et du coup oui, là-dessus, il a pêché, mais c'est un vrai meneur d'hommes. Et c'est un vrai joueur, c'est un vrai coach qui progresse de saison en saison. Il a été quand même coach de l'année. C'est pas pour rien. Non, moi, je crois en Monty Williams, clairement. Ouais, parce que c'était pas du tout un mauvais procès, mais voilà, nous on aime bien faire les trucs polémiques, donc. Pas de souci. Et puis je comprends que la question elle se pose en fait. Mais effectivement, notre réponse c'est de dire que bah voilà, malgré ses défauts, il n'est pas du tout étranger. Enfin voilà, il le mérite son titre de coach de l'année et les progrès incroyables des Suns, parce qu'il faut rappeler aussi où on était il y a 3 ans. Hein, c'est aussi en grande partie grâce à Monty Williams. Voilà. Alors, je réponds juste vite fait à YamJojo23. C'est l'Ouest d'abord ou l'Est? C'est surtout, c'est fini. Depuis hier midi. Le reste d'eux. Depuis samedi 12h, on est en live. On a fait 28 previews. Donc, les Lakers sont passés. C'était à 4h du matin. Je doute que tu sois réveillé à cette heure-là. Mais tu pourras voir la rediffusion sur YouTube d'ici quelques jours. Pas de souci, on va essayer de mettre ça sur les plateformes assez rapidement. Très bien, du coup, pour Monty. Biyombo peut-il faire le taf que faisait Javal? Non. Moi, je pense que oui. Okay. Alors, non, pas le taf que faisait Javal au sens d'avoir la production statistique et de sortir avec un 9-10 points et 7 rebonds par match. Je pense pas.
Mais par contre, Biombo, c'est un de ces pivots qui est capable de switcher sur les lignes XT et de gêner sur les joueurs extérieurs, mieux que Javal. Il est capable de bien défendre la raquette, il prend moins de rebonds, il est clairement moins bon finisseur. C'est pas du tout un atout offensif, Biombo. S'il tourne à 4 points par match, c'est le Pérou. Mais défensivement, il est capable de faire le taf. Donc moi, j'y crois au fait que Biombo, ça soit une solution viable en tant que pivot défensif. Mais comme on disait au début, le vrai pivot remplaçant, ça va être Dario Saric, hein, clairement. Je suis assez d'accord. Et moi, juste pour étayer très vite fait mon propos, pour moi, effectivement, il y a une différence majeure entre les deux, c'est la régularité. Et même si, voilà, encore une fois, les profils sont très différents. Mais pour moi, Javel Magui est un joueur beaucoup plus régulier dans la performance que Biombo, en tout cas au stade actuel. Et ça risque de poser problème. Encore une fois, pas tant que ça, vu que, comme vient de le dire Hicham, Biombo risque d'être notre troisième pivot. Donc ça devrait aller. Et puis on n'a pas parlé de son tweet polémique ou quoi. Oui, bon, ça c'est extra sportif. Voilà. Oui, c'est ça. On est vraiment dans l'extra sportif. On pourrait en parler, mais c'est vrai que c'est... Encore une fois, c'est une vaste histoire. Ça sert à rien. Ouais. Et puis apparemment, ça serait un truc ironique sur un délire qu'il y avait avec Fournier. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de côté privé de joke et effectivement d'éléments qu'on n'a pas. Et effectivement, en plus, le côté maladroit du truc, moi, si je peux donner mon avis là-dessus, c'est qu'en fait, on voit ça comme une critique, un truc un peu le péniste, machin, alors qu'en fait, c'est plus une célébration du niveau du basket africain, en tout cas des joueurs d'origine africaine et tout machin, surtout qu'en France c'est surtout des joueurs d'origine africaine, pas vraiment des joueurs africains, mais donc du coup oui, c'était vraiment sur ce côté-là, je pense plutôt qu'il l'a dit, il y avait rien de méchant. C'est plus maladroit que méchant, je pense. Voilà, c'est ça. En fait maladroit dans le contexte français, c'est-à-dire que dans son contexte à lui, à mon avis, ça a passé quoi. Voilà. Mais donc c'est un peu ça qui s'est passé. Très bien, du coup il est l'heure de passer à notre bonne vieille tier list. Du coup, qui commence à se remplir, mine de rien. Clairement. Alors là, j'ai un petit souci. Du coup, les Suns. T'as pas un niveau entre le premier et le deuxième ? Moi, je sais où je les mets. Bah. Toi, tu les mets où, mon Hicham ? Ah bah moi, je sais où je les mets. Si Campaign et Saric sont au niveau qu'ils étaient il y a un an et la saison précédente, je les mets dans le tier 1, personnellement, prétendant au titre. Si par contre le banc il est aussi performant entre guillemets ou imperformant que la saison passée, s'il déçoit autant que la saison passée, là c'est plutôt tier 2. Ouais. Bah en fait moi je réfléchis plus en mode les Suns depuis leur finale NBA, ils n'ont pas changé de groupe. Non. Donc pour moi dès le début et j'aime bien là tu vois moi j'ai un peu maniaque. Je vois bien dans le tier 1 là, les candidats au titre, 2 de l'Est et 2 de l'Ouest. J'aime bien, il y a sûrement une des 2 dernières qui va être dans le tier 1, je vous laisse deviner laquelle. mais je pense que Phoenix en début de saison là, avec le groupe que t'as, vous l'avez dit, vous avez récupéré Dario Saric. Il y aura peut-être un sentiment de revanche aussi de s'être fait fesser sévère en plus à la maison pour se faire sortir. Clairement. Donc, je pense que tu te positionnes vraiment tu dois te positionner en candidat pour le titre. Alors, je suis assez d'accord avec ton raisonnement. Moi, en fait, le souci que j'ai, et ça va être une saison, de mon point de vue, très très particulière, je pense, du point de vue de beaucoup de fans des Suns, mais même en fait de beaucoup de suiveurs de la NBA, c'est-à-dire que, très bizarrement, la saison régulière que va faire Phoenix cette saison, en fait, on s'en tape un peu. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, même si on fait encore mieux qu'année dernière, qui paraît improbable quand même, mais même si on fait dans le même niveau ou si on fait un peu moins bien ou quoi que ce soit, à moins d'un gros crash, en fait, la question elle se posera pas vraiment sur la saison régulière, mais sur ce que va faire cette équipe en playoff. C'est en playoff qu'on va attendre Phoenix cette saison et avec vraiment un côté de justement, comme tu disais, de revanche et maintenant qu'est-ce que vous avez dans le ventre en fait ? Qu'est-ce que vous avez vraiment dans le ventre ? Ça va être vraiment la grande question et ça. Effectivement, ça va être difficile de le savoir avant le printemps prochain et même j'ai envie de dire qu'en fait tout ce qui va se passer d'ici là aura peu de valeur en regard de ce qui va se passer en play-off. Donc c'est vrai que c'est ça qui pour moi rend assez compliqué un positionnement de Phoenix par rapport aux autres franchises. Tu me dis que tu veux les mettre en candidat au titre, moi je suis content, hein, je veux pas te dire non. Quoique, franchement, fondamentalement, moi j'aurais plutôt tendance à les mettre dans le deuxième tiers, justement en vertu de ce qu'on a vu, des grosses limites qu'on a vues en play-off la saison dernière. Et c'est pas seulement sur
sur le match 7 contre les Mavs. Moi, vraiment, ça. c'est l'ensemble des playoffs qui m'a fait Après, apparaître. tu vois, il y a Vive les Pélicans qui nous a dit que je les mettrais côte à côte avec les Clips. Moi, j'ai du mal à les mettre à côté des Clippers parce que les Suns, t'as une certitude dans le jeu, dans le groupe. Oui, je suis d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les Donc là, pour le coup, Clippers, on les a vus l'année dernière, très bon groupe, très belle saison, franchement, super. Mais il n'y avait pas Kawhi, il n'y avait pas John Wall qui n'a pas joué depuis Mathusalem. ça fait encore voilà. Il n'a pas joué depuis pré-Covid, à limite, tu vois, c'était un autre monde. ça. Donc là, c'est là où j'ai du mal à les mettre vraiment en candidat pour le titre. Et pour moi, les Suns, je pense que c'est pas déconnant de les voir dans ce tir-là. Je suis assez d'accord. C'est pour ça qu'au début, vraiment, initialement, je t'ai demandé si t'avais pas un truc entre le premier et le deuxième tiers. C'est ça. Parce qu'effectivement, pour moi, on est un petit peu au-dessus de toutes ces équipes qui sont dans le deuxième tiers, mais on a moins de certitude que les deux derniers champions, quoi. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est ça. Parce Ouais, que, c'est un peu ça. Ouais, mais tu restes quand même solide et. Ça, c'est sûr. Voilà quoi. Donc, Le truc, c'est que c'est conditionné, le fait de les positionner en tier 1, c'est conditionné par tout ce qu'on a dit, donc le banc avec les joueurs qu'on a cités, et puis l'avènement, le vrai avènement d'un Michael Bridges et d'un Ayton qui prennent plus de poids dans le jeu. Voilà, encore un peu plus. Nous, on est des adeptes de Michael Bridges sur le pod, c'est un joueur qu'on adore depuis le début, depuis son premier jour. On est à deux doigts d'ouvrir une secte. C'est ça. Je sais pas trop comment ça se passe. Ouais, on est des Michael Sexual, et du coup... tous les deux avec Rod, on y croit au fait que c'est un late bloomer et qui va continuer à progresser, qui va continuer à étoffer son jeu et à gagner en volume de jeu. Est-ce qu'il va gagner beaucoup cette saison en volume de jeu? Je sais pas, ça reste à voir. Mais ça reste un joueur efficace et puis, comme on le sait, très bon défensivement. Donc ça va dépendre de ça aussi, c'est le développement organique. Mais si toutes les étoiles s'alignent, c'est-à-dire qu'on a des jeunes comme Michael Bridges, Ayton qui step up. Si on a un Campaign et un Saric qui vraiment retrouvent leur niveau de jeu optimum d'il y a un an et demi, oui, cette équipe, clairement, elle est capable d'être dans le très très haut du panier et de finir parmi les gros contenders. Si par contre les étoiles ne s'alignent pas, ouais, on peut être en bout de tier 2. Ouais. Eh ben écoutez messieurs, très belle conclusion, je trouve, on pourrait pas mieux conclure sur ça. Ouais, en plus on a parlé de Michael Bridges pour conclure, ça nous va. Et voilà, exactement, et du coup on a dépassé un petit peu l'horaire, mais bon, de toute façon au bout de 24 heures de live, si on dépasse d'un quart d'heure, c'est pas très gênant. Bah merci les gars d'être venus ce matin. Merci à vous. Merci à toi, merci à vous, c'était vraiment cool. Bah écoute, nous on est rien si on parle tout seul, c'est bien d'avoir votre expertise aussi sur votre franchise. On peut pas tout voir nous non plus, spectateurs extérieurs, donc c'est cool d'avoir votre avis sur certains sujets. Et puis à une prochaine, c'était votre première sur TBA, les gars, revenez quand vous voulez. Avec plaisir, et puis nous, on va essayer de relancer. On va essayer de relancer Valley Hoop là dans les semaines qui arrivent parce que voilà, on a beaucoup de choses à dire comme vous l'avez vu. Ouais, c'est clair, voilà. Et le traumatisme est peut-être un peu passé et là vous pouvez un peu. On peut se lancer dans une autre aventure. Clairement. Exactement. Bah merci les gars, passez une bonne journée et allez l'équipe de France ce soir. On n'oublie pas. Ah bien sûr, allez les Bleus évidemment. Évidemment. Merci.